Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire quelques extraits concernant la prise de la Bastille et la Révolution française. Je n'ai jamais aimé cette fête évidemment me renseignant un petit peu plus sur l'événement, on va voir en fait pourquoi cette fête qu'on nous présente comme une fête de libération et de fête révolutionnaire est en fait un massacre. C'est un massacre, c'est un crime en fait. Et donc le 14 juillet, ça a été un meurtre satanique littéralement, puisque sur le plan symbolique, qu'est-ce que vont fêter les Français le 14 juillet? Le fait qu'une prison a ouvert ses portes, et qu'on a massacré le représentant de l'autorité qui était le gouverneur. Ce qui en soi, évidemment, ça veut dire quoi? C'est simplement que c'est la commémoration d'un acte symbolique où on détruit l'autorité, et c'est donc symboliquement un acte satanique, puisque c'est un acte antédéus, l'autorité étant représentée d'une certaine façon, et surtout dans l'Ancien Régime, par ce qui est de l'ordre du divin. Je vais vous lire un petit texte pour vous montrer comment ce complot en fait de prise de la Bastille a eu lieu, parce qu'en fait c'est un complot, ça a été préparé par quelques connards et ensuite évidemment en excitant les foules, hein, comme ils font aujourd'hui avec les médias. À l'époque, il y avait la presse, et il y avait le bouche à oreille. Comment ils ont réussi à organiser ce massacre et cette boucherie, qui avait donc cette visée symbolique de détruire, de faire peur au roi, évidemment, roi qu'ils ont bien sûr tué ensuite. D'abord, première chose, la Révolution française, c'est une révolution qui a été faite par les francs-maçons. C'est le moment où, dans l'histoire, les francs-maçons, qui adorent Lucifer et Satan, prennent le pouvoir contre les chrétiens, qui adorent le Fils de Dieu. C'est le moment où, en fait, le monde européen va basculer de la lumière aux ténèbres. Mais comme évidemment on vit sous ce monde-là, sous le monde des francs-maçons qui dirigent partout, eux ont inversé le discours et ils disent que le XVIIIe siècle est le siècle de la philosophie des Lumières, le siècle des Lumières, Aufklärung en allemand. Évidemment, ça n'est absolument pas le cas. C'est le moment où effectivement ceux qui étaient les chrétiens vont se faire massacrer par les francs-maçons criminels et donc on rentre dans un âge de fer, un âge sombre et évidemment dont aujourd'hui, évidemment, en 2024, vous avez l'exemple de ces deux derniers siècles, 19e, 20e siècle, qui sont des siècles de boucherie intégrale. Alors, la démocratie française, évidemment, la République française, c'est un faux nom. Là encore, c'est un mensonge. Puisque ce qui contrôle les démocraties modernes, ce sont les francs-maçonneries, et les francs-maçonneries sont antidémocratiques par essence, puisqu'elles sont des sociétés secrètes. Donc en fait, leurs intérêts s'opposent aux intérêts du peuple, et sont cachés. C'est le principe même de Satan, hein, c'est le principe d'être caché. Et c'est en se cachant et en formant leur petit complot par en dessous et par derrière qu'ensuite ils gardent le pouvoir sur les gens. C'est évident, on pourrait continuer comme ça longtemps les analyses, mais il est évident que leur arme préférée, c'est de faire peur aux gens. Et donc ce monde est dirigé par la peur. Par exemple, donc à chaque fois que quelqu'un est une bonne personne, eh bien, ils actionnent le levier de la peur pour que les gens puissent l'incriminer, lui cracher à la gueule, et c'est bien pour ça que nous vivons une période de ténèbres représentée par ces démocraties de merde. Et on va lire un petit peu ce qu'il en est, et il est temps d'exposer ces démons en 2024 pour bien comprendre en fait, et vous allez voir la prise de la Bastille. Comment ça s'est passé, ça va vous faire réfléchir, vous dire mais en fait on vit dans une société politique d'enfoirés, en fait, d'ordures, absolument. Alors, préliminaire de l'attaque, il faut savoir que le 12 juillet 1789 vers midi, à la nouvelle du renvoi de Necker, un cri de fureur s'éleva au Palais Royal. Camille Desmoulins donna le signal de l'action. De toutes parts, le tocsin sonna, les boutiques d'armuriers furent pillées, l'hôtel de ville fut envahi, 15 ou 16 électeurs qui s'y rencontrèrent décidèrent que les districts soient convoqués et armés. Donc, d'abord, la première chose, c'est ce qu'ont fait ceux qui ont créé, en fait, préparé cette prise de la Bastille. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ouvert les boutiques d'armuriers, donc évidemment d'armurerie, hein, donc tout ça, ça a été organisé à l'hôtel de ville pour que les gens puissent prendre des armes. Alors, je continue. Une armée de bandits avait été appelée dans Paris,
Donc là, on parle bien de bandits, hein. Vous allez voir les liens étroits entre la République et le banditisme, c'est assez extraordinaire. Dès le 28 avril, on avait vu entrer par les barrières un nombre effrayant d'hommes mal vêtus et d'une sinistre figure. Alors c'est intéressant, c'est-à-dire que dès le 28 avril, on observait dans Paris des gens qui étaient bizarres, qui venaient pas de Paris. Et en fait, depuis longtemps, pour régner, la République, enfin les clubs de francs-maçons, importent des gens en général qui ne sont pas du pays pour faire la révolution dans le pays. Alors par exemple, la révolution russe, on sait très bien que les révolutionnaires russes d'octobre 1917, il n'y avait même pas 25% de Russes. C'était que des pays d'Europe de l'Est. Ensuite, ils répètent systématiquement ça. Par exemple, le printemps arabe. Alors moi, j'ai discuté avec des amis tunisiens. Il y a eu le printemps arabe il y a quelques années en Tunisie. Ils m'ont dit, mais en fait, aux médias, ils disent n'importe quoi, puisque les gens qui ont créé les troubles à Tunis à ce moment-là avaient des voitures qui n'étaient pas de Tunis. Elles n'étaient pas immatriculées de Tunis. Donc, ils savaient de quoi ils parlent, évidemment. Et il dit, donc, en fait, ces voitures appartenaient à des agences de location qui n'étaient même pas basées à Tunis. Et grâce à des milliardaires qui avaient payé évidemment le coup d'État, en fait, avaient fait une tentative de coup d'État. Alors coup d'État, enfin coup en tout cas, je ne connais pas exactement le printemps arabe de quoi il retourne, mais en tout cas sur ce détail, c'est comme ça qu'ils s'y sont pris. Et puis c'est comme ça qu'ils s'y prennent systématiquement pour créer des révolutions. C'est pour ça que pour tuer un pays, leur meilleure arme à ces francs-maçons, c'est d'importer des gens qui sont hostiles à ce pays. Puisque comme ça, le pays va pouvoir être détruit de l'intérieur. Bon, c'est le principe de l'immigration en France. Hein. Bon, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, donc je continue. L'aspect de la foule était changé, il s'y était mêlé une quantité d'étrangers venus de tous les pays, la plupart déguenillés, armés de grands bâtons et dont le seul aspect suffisait pour faire juger ce que l'on devait craindre. Alors vous voyez, c'est des belles expressions de phrases françaises de l'époque. Alors ça, c'est effectivement le baron de Besenval, dans ses mémoires, donc c'est une phrase que je viens de citer, hein, Jean-François Marmontel, mémoire, Hippolyte Taine, vous retrouvez aussi, les origines de la France contemporaine, la Révolution, Christophe Ventre de la Touloubre, dit Galard de Montjoie, Histoire de la Révolution de France, etc. Donc ça vient, ça a été cité plusieurs fois, vous pouvez les avoir dans les ouvrages qui sont spécialisés de l'histoire de France. Alors il ne restait plus à employer que la force, mais, et je cite encore un passage, la force elle-même se dérobait sous la main du gouvernement et la désobéissance, croissante comme une contagion, après avoir gagné le peuple, se répandait dans la troupe. Dès le 23 juin, 2 compagnies des gardes françaises avaient refusé le service. Consignés aux casernes le 27, ils violèrent la consigne et désormais chaque soir on les voyait entrer au Palais Royal en marchant sur 2 rangs. L'endroit leur était connu, c'était le rendez-vous des filles dont ils étaient les amants et les parasites. Hein, c'est intéressant ce terme de parasite qui montre effectivement que, parce qu'on aura l'occasion d'y revenir là-dessus peut-être dans un prochain podcast, je ne sais pas. En tout cas, je sais que Stace Mullins on a écrit un livre entier sur la question du parasitisme et comment les gens qui sont des parasites détruisent en fait les sociétés de l'intérieur. Alors je continue, donc elles étaient au nombre de plus de 2000, tous les patriotes s'accrochent à ces soldats, on leur paye des glaces du vin, on les débauche à la barbe de leurs officiers. Alors tout ça c'est raconté par Hippolyte Taine dans les origines de la France contemporaine. Et donc vous voyez que le fait en fait de pervertir les soldats, c'est pas quelque chose qui existe, qui est récent, hein, c'est quelque chose qui existait déjà de longue date. Alors on reprend un petit peu. Et puis, dans la nuit du 12 au 13 juillet, donc, les boutiques des armuriers sont pillées. Ça, c'est l'abbé André Morlaix qui le raconte dans les mémoires. Toutes les barrières, depuis le faubourg Saint-Antoine jusqu'au faubourg Saint-Honoré, outre celles des faubourgs Saint-Marcel et Saint-Jacques, furent forcées et incendiées. Donc, vous vous rendez compte un petit peu que pour préparer le casse de la Bastille, la prise de la Bastille, ils ont fait appel à des moyens qui étaient des moyens de bandits. Ils ont forcé les armureries, ils sont entrés de force pour prendre les armes, etc. On a vraiment là tous les attributs du banditisme qui est au fondement même de la République française. Hein. Des brigands armés de bâtons et de piques furent portés partout, en plusieurs divisions pour se livrer au pillage. Durant cette nuit effrayante, la bourgeoisie se tenait enfermée, chacun tremblant chez soi et pour les siens.
C'est-à-dire toutes les bonnes personnes avaient peur à l'intérieur des appartements parisiens, pendant que un club de francs-maçons avait excité les gens à aller, et leurs acolytes, pour aller piller, etc. et prendre les armes. Donc vous voyez, c'est un coup monté de A à Z, cette prise de la Bastille. Alors ça, c'est je cite, ça c'est Jean-Sylvain Bailly dans les Mémoires d'un témoin oculaire de la Révolution, également Jean-François Marmontel dans ses mémoires. Je continue également. Le 13 fut marqué par le pillage des maisons de Saint-Lazare, celui du garde-meuble, l'enlèvement des armes déposées aux invalides, l'armement du peuple. Alors ça, ça vient de l'abbé André Morlaix dans ses mémoires. Vous remarquez qu'il y a souvent au XVIIIe siècle, on avait souvent des abbés, des gens qui étaient religieux qui ont écrit, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de portable, évidemment. Donc pour témoigner de ces événements, et donc on a des témoignages précis. Ce jour-là, donc on est bien le 13 juillet, donc veille de la prise de la Bastille, je cite, « La capitale semblait livrée à la dernière plèbe et aux bandits. Une bande enfonça à coups de hache la porte des lazaristes, brisa la bibliothèque, les armoires, les tableaux, les fenêtres, le cabinet de physique se précipita dans les caves, défonça les tonneaux et se soula. 24 heures après, on y trouva une trentaine de morts et de mourants noyés dans le vin, hommes et femmes, dont une enceinte de 9 mois. » Ça aussi, c'est raconté de Hippolyte Taine, Les origines de la France contemporaine, la Révolution, résumé du récit du Moniteur du 17 juillet 1789. Donc vous voyez un petit peu, en fait, c'était des gens qui n'avaient ni foi ni loi, qui faisaient n'importe quoi, et des abrutis, en fait, des bandits, comme ils sont cités, et les forces occultes négatives, donc de franc-maçonnerie, utilisent toujours des connards, des incultes et des merdes pour faire le sale boulot. Pourquoi ? Parce que des gens qui ont une conscience morale, qui sont religieux et intelligents, ne vont évidemment pas faire le travail dégueulasse que leur proposent des mafieux francs-maçons. Je continue. Voici les paroles d'un témoin oculaire. « Je passais à mes fenêtres, dans la rue Saint-Honoré, près de la place Vendôme, une grande partie de la nuit du 13 au 14, à voir des hommes de la plus vile populace, armés de fusils, de broches, de piques, se faisant ouvrir les portes des maisons, se faisant donner à boire, à manger, de l'argent et des armes. Les canons traînaient dans les rues dépavées, des barricades, le tocsin de toutes les églises, une illumination soudaine annonça le danger du lendemain. » L'ensemble assez annoncière, parce que je suis en train de convertir les mots du français au passé, parce que je trouve qu'au présent... Non, qu'est-ce que j'ai dit ? Du présent au passé, voilà. Le lendemain, les boutiques furent fermées, le peuple s'amassa, l'effroi et la fureur se peignirent ensemble dans les yeux. Donc en fait... les gens ont été traumatisés par ce pré-événement de prise de la Bastille du 13 par le nombre de bandits qui traînaient dans les rues de Paris et qui avaient été évidemment importés et mis en place par des lobbies dégueulasses, et vous allez en avoir la preuve dans quelques instants. La Bastille. Alors, le nom du gouverneur de la Bastille, c'est bien sûr Delaunay, un homme normal, donc avec une famille. Il va y avoir un quiproquo, le peuple, ce qu'on vous présente comme le peuple, en fait, qui est une assemblée de bandits. Bah oui, parce qu'on nous présente le 14 juillet comme des gens gentils qui partent faire la révolution contre le méchant vilain roi. Et puis en fait, quand on relit les textes, on s'aperçoit qu'en fait, de gens gentils, c'est des soulographes, des soifards et des bandits. Donc Delaunay, le gouverneur de la Bastille, avait espéré intimider le peuple, mais il était évident qu'il voulait l'épargner. Il avait 15 pièces de canon sur les tours, et quoi qu'il en ait dit la calomnie pour pallier le crime de son assassinat, pas un seul coup de canon de ces tours ne fut tiré. Donc c'était quelqu'un de bien, il n'avait pas envie même s'il voyait un peuple énervé, lui tirer dessus. Alors vous voyez, j'en profite pour faire une petite blague à ce sujet. La royauté française de l'époque, c'est l'inverse de la République. C'est-à-dire que les dirigeants de l'époque, ils n'avaient pas pour ordre de tirer sur le peuple. Alors que c'est sûr, quand on repense aux Gilets jaunes en 2019 et qu'on revoit les gens qui se faisaient tirer dessus directement par la police avec les ordres de... Alors les ordres de qui ? Du préfet de police certainement, des préfets de police avec l'état profond. C'est sûr que c'est pas exactement le même scénario. C'est pas exactement les mêmes valeurs, la royauté française chrétienne et la république maçonnique.
Il y avait de plus dans l'intérieur du château 3 canons chargés à mitraille, braqués en face du pont-levis. Il n'en fit tirer qu'un et qu'une seule fois. Il était pourvu d'armes à feu de toute espèce, de 600 mousquetons, de 12 fusils de rempart d'une livre et 2,5 de balles, fusils dont la balle pesait 1,5 livre, et de 400 biscayens. Bon bref, des termes de l'époque donc. Il avait fait venir de l'arsenal des caissons, des boulets, 15 000 cartouches et 20 milliers de poudre. Mais dans tous ses apprêts pour soutenir un siège, il avait oublié les vivres et, enfermé dans son château avec 80 invalides, 32 soldats suisses et son état-major, il n'avait le jour de l'attaque pour toute provision de bouche que 2 sacs de farine et un peu de riz, preuve évidente que tout le reste n'était qu'un épouvantail. Je continue, donc ça c'est une citation qu'on a dans les œuvres de Jean-François Marmontel, je continue plus loin. De la relation forte impartiale de Louis Hue, donc Hue, qui commandait une partie des Suisses enfermés dans la place, il résulte que la Bastille eût été inexpugnable si on l'eût défendue, ou seulement si l'on s'était contenté de contenir les ponts levés et les portes closes. Ça c'est dans la revue historique de 1876. Alors l'attitude du gouverneur. Donc là je cite une phrase de La Bastille dévoilée ou recueil de pièces authentiques pour servir à son histoire de 1789. 1 heure après, ils amenèrent 3 voitures de paille et mirent le feu au corps de garde avancé, au gouvernement et aux cuisines. Ce fut dans ce moment que l'on tira un coup de canon à mitraille, le seul qui soit parti de la Bastille pendant le combat qui a duré 5 heures, et on ne se défendit qu'avec des fusils. Donc vous voyez, il y a bien le témoignage en fait qu'un seul coup de canon a été tiré de différents témoignages. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je continue. À la première demande, le gouverneur fit retirer ses canons des embrasures. Il fit jurer à la garnison de ne point tirer si elle n'était attaquée. Il invita à déjeuner la première députation et il permit à l'envoyé de l'hôtel de ville de visiter toute la forteresse. Il subit plusieurs décharges sans riposter et laissa emporter le premier pont sans brûler une amorce. S'il tira enfin, ce fut à la dernière extrémité pour défendre le second pont et après avoir prévenu les assaillants qu'il allait faire feu. Et c'est ce que rapporte Hippolyte Taine dans les origines de la France contemporaine. Donc en fait, Delaunay, c'est évidemment un mec bien. C'est un type qui veut pas tirer sur la foule qui d'ailleurs est composée de bandits en grande partie et qui ont été importés là parce qu'ils ont été importés par les francs-maçons. Exactement comme les francs-maçons depuis 40 ans importent des immigrés en France pour qu'à la fin ça soit un chaos total, si vous voulez. Alors je continue, la capitulation. Pour enivrer le peuple, on a outrement exalté comme un exploit l'attaque et la prise de la Bastille. Voici ce que j'ai appris de la bouche même de celui qui fut proclamé et porté en triomphe comme ayant conduit l'entreprise et comme en étant le héros. La Bastille n'a point été prise de vive force, m'a dit le brave Élie, donc qui était l'officier au régiment de la Reine de l'infanterie. Elle s'est rendue avant d'être attaquée. Elle s'est rendue sur la parole que j'ai donnée, foi d'officier français, et de la part du peuple, qu'il ne serait fait aucun mal à personne si on se rendait. Alors encore une fois, là c'est sûr, c'est pas la République française qui peut en dire autant. Voilà le fait dans sa simplicité tel qu'Élie me l'a attesté. En voici les détails écrits sous sa dictée. Alors, il vit par une ouverture du tablier du pont-levis une main passer et lui présenter un billet. Ce billet a été conçu en ces mots. Nous avons 20 milliers de poudre, nous ferons sauter le château si vous n'acceptez pas la capitulation. Donc ça, c'est rapporté par Jean-François Marmontel dans ses œuvres. Je continue. Il est aisé de voir que la Bastille n'avait pas été prise d'assaut. L'on n'a point fait de brèche, nous défions qui que ce soit de le prouver. L'on est entré lorsque nous avons eu baissé le pont, et M. Élie est le premier militaire que nous ayons vu dans la cour. Les prisonniers de la Bastille. Alors, on parle toujours de ces prisonniers. Dans l'ivresse de la victoire, on avait oublié les malheureux enfermés dans la forteresse et l'on portait en triomphe les clés des verrous sous lesquels ils gémissaient. Ça, c'est rapporté par un moniteur universel du 24 juillet 1789. On a trouvé que 7 prisonniers tous vivants, point de cadavres, point de squelettes, point d'hommes enchaînés. Ce sont des bruits populaires dénués de preuves et de fondements. Dans l'armoire du chirurgien, il y avait des pièces d'anatomie qui ont pu servir à accréditer cette erreur.
Donc ça s'est rapporté dans la Bastille dévoilée de 1789. Alors, je fais une petite parenthèse ici d'ailleurs. Vous voyez comment ensuite, pendant le cours de l'événement, il y avait des rumeurs qui étaient exagérées et qui disaient n'importe quoi sur cet événement lui-même. Tout simplement parce que quand le démon lance l'opération de massacre, il faut ensuite qu'il essaye de retourner les mentalités et donc propager des rumeurs qui s'appuient sur n'importe quoi. Donc là, on voit bien que la personne en question, elle est en train de nous dire qu'en plus, il y avait des rumeurs qui n'étaient pas fondées. Alors évidemment, ça nous rappelle évidemment certains dossiers de l'histoire contemporaine, mais on ne va pas s'aventurer dedans. Mais je pense qu'il y en a plus d'un où il y a effectivement aussi tout un tas de rumeurs. Et puis quand on creuse un peu, alors soit on trouve l'inverse, c'est pour ça que je dis que le monde est inversé, soit on trouve qu'on n'a pas le droit d'aller là parce qu'il y a une loi qui tout à coup est tombée et donc qui nous dit ferme-la, il n'y a rien à voir. Les 7 prisonniers qui se trouvèrent au château de la Bastille au moment de sa prise sont messieurs Pujade, Béchade, Laroche, Lacorrège, accusés de falsification de lettres de change, monsieur de Solage, arrêté à la réquisition de son père pour dérangement d'affaires, monsieur Tavernier, fils naturel de monsieur Paris Duvernay, enfin monsieur Witt, on ne sait au juste qui il est. C'est ce prisonnier qui fut promené dans toutes les rues de Paris. Il avait perdu la tête ainsi que le précédent et les électeurs furent obligés de les faire transférer à Charenton peu de jours après leur délivrance. Donc ça, c'est toujours le Moniteur universel du 24 juillet 1789. En résumé, donc voilà pour résumer, 4 faussaires, un jeune homme enfermé sur la demande de sa famille pour inconduite et 2 fous. Voilà les 7 personnes de prisonniers, les prisonniers de la Bastille. Alors, que s'est-il passé ensuite? Pillage et massacre. Le peuple se porta en foule dans le logement des officiers d'état-major, en brisa les meubles, les portes, les croisées. Pendant ce temps, des citoyens qui étaient dans la cour tiraient sur ces mêmes citoyens qu'ils prenaient pour des gens de la garnison. Il y en eut plusieurs de tués. Dès que le grand pont fut baissé, le peuple se jeta dans la cour du château et, plein de furie, il se saisit de la troupe des Invalides. Les Suisses qui n'étaient vêtus que de sarraux de toile, alors ça, ce sont des blouses de travail amples à manches longues portées par-dessus les vêtements, s'échappèrent parmi la foule. Tout le reste fut arrêté. Plusieurs de ces soldats à qui on avait promis la vie furent assassinés. D'autres furent traînés dans Paris comme des esclaves. 22 furent amenés à la grève, donc ces places de grève, et après des humiliations et des traitements inhumains, ils eurent la douleur de voir pendre 2 de leurs camarades. Delaunay eut la tête tranchée sous les murs de l'hôtel de ville. Delosme Salbret, son major, fut égorgé de même. L'aide-major Miret l'avait été près de la Bastille. Persson, vieux lieutenant des Invalides, fut assassiné sur le port Saint-Paul. Un autre lieutenant, Caron, fut couvert de blessures. La tête du marquis de Launay fut promenée dans Paris par cette même populace qui l'aurait foudroyé s'il n'en avait pas eu pitié. Donc en fait, vous voyez que la prise de la Bastille, c'est une manigance de Satan. On voit bien le côté sneaky, comme on dit en anglais, le côté reptilien de ces gens qui avancent vers la Bastille, là, qui est pour prendre, là, ils y vont voilà, en louvoyant. Et puis à la fin, qui se saisissent et qui massacrent littéralement tous les gens qui étaient à l'intérieur de la Bastille, comme je viens de vous en faire la description. Alors je continue parce que vous allez voir ce que c'est. Tels furent les exploits de ceux qu'on a depuis appelés les héros et les vainqueurs de la Bastille. En fait, c'était pas des héros, c'était juste des bouchers et des connards. Le 14 juillet, vers les 11h du matin, le peuple s'y était assemblé. À 4h40, elle s'était rendue et à 6h30, on portait la tête du gouverneur au palais royal. Au nombre des vainqueurs, qu'on avait fait monter à 800, ont été mis des gens qui n'avaient pas même approché de la place. Donc vous voyez en plus comment ça a été récupéré l'événement et comment il y a eu mensonge sur l'événement. Et ça c'est rapporté par Jean-François Marmontel dans Œuvres, Suite et Récit du récit écrit sous la dictée d'Élie. Je continue, la foule épargne les Suisses qui ont tiré sur elle et qui, dans leur sarrau bleu, lui semblent des prisonniers. En revanche, elle s'acharne sur les Invalides qui lui ont ouvert la porte. Celui qui a empêché le gouverneur de faire sauter la forteresse et a le poignet abattu d'un coup de sabre est percé de 2 coups d'épée, pendu, et sa main, qui a sauvé un quartier de Paris, est promenée dans les rues en triomphe.
On entraîne les officiers, on en tue 5 avec 3 soldats en route ou sur place. Donc vous voyez qu'en fait, quand je vous parlais de meurtre rituel satanique, c'est pas simplement des gens qui se sont fait tuer à la carabine. Non. Il y a vraiment eu quelque chose de beaucoup plus violent que ça. Il y a une violence de l'ordre de, vous voyez, on coupe la main, on coupe les têtes, on perce de coups de couteau, etc. Alors, on en arrive justement au fameux gouverneur de la Bastille. En sortant, M. Delaunay avait reçu un coup d'épée dans l'épaule droite. Arrivé dans la rue Saint-Antoine, tout le monde lui arrachait les cheveux et lui donnait des coups. Il fut percé de baïonnettes. On le traîna dans le ruisseau, on frappa sur son cadavre. On invita un cuisinier, Desnottes, donc Desnos en français, sans place, demi-bateau, qui était allé à la Bastille pour voir ce qui s'y passait, à lui couper la tête. Avec un sabre qu'on lui prêta, il frappa sur le col nu. Mais le sabre mal affilé ne coupant point, il tira de sa poche un petit couteau à manche noire et, comme en sa qualité de cuisinier, il savait travailler les viandes, il acheva heureusement l'opération. Puis mettant la tête au bout d'une fourche à 3 branches, il se mit en marche. Ça c'est rapporté par Hippolyte Taine. Donc il a été percé de baïonnette, Delaunay. C'est-à-dire que c'est pas simplement, il n'a pas été décapité, il a été percé de multiples coups de couteau. Et je crois que... alors je sais pas si on a un témoignage de ça, mais c'est pas 10 ou 20 coups de couteau. Il restait plus rien, quoi, si vous voulez. Monsieur de Flesselles, prévôt des marchands, s'était montré tiède, rien de plus. Nul témoin n'affirma avoir vu son prétendu billet à Monsieur Delaunay. Donc ça, c'est Hippolyte Taine qui le raconte. D'après Dussault, Monsieur de Flesselles n'aurait eu ni le temps ni le moyen de l'écrire. Alors, je continue. Monsieur de Flesselles avait déjà traversé la Grève lorsqu'un jeune homme qui le suivait pas à pas arrêta sa marche au coin du quai Pelletier et, lui présentant son pistolet, lui dit « Traître, tu n'iras pas plus loin ». Le magistrat chancela et tomba percé de 1000 autres coups que la foule pressée qui l'environnait fit pleuvoir encore sur son cadavre. On lui trancha la tête et on la porta en triomphe avec celle de Delaunay. Donc en fait, de Flesselles, c'est pareil. Il a eu exactement la même chose que Delaunay. Il est mort en martyr. Ce sont des martyrs chrétiens, bien sûr, nobles et chrétiens, de Flesselles, Delaunay. Et en fait, qui a massacré les chrétiens ? Eh bien évidemment, les démons. Donc ce sont ces démons sataniques qui sont à l'origine de la création de cette république de que vous avez aujourd'hui. La comédie se mêla au drame. Un fusilier des gardes françaises, nommé Dubois, qui avait passé la journée à boire dans un cabaret, entendit parler de la grande victoire du peuple. Voulut du moins contempler le champ de bataille, il sortit à moitié ivre, s'arrêta, les yeux remplis de larmes, devant la Bastille envahie. Donc vous voyez en plus le genre de personnes qui ont commandité la Bastille, c'était des porcs, c'était des alcooliques, c'est les ramassis de merde, quoi. Des ouvriers du faubourg l'aperçurent, à son uniforme ils le prirent pour un vainqueur. Le saisirent malgré lui, le couronnèrent de laurier, lui attachèrent sur la poitrine la croix de Saint-Louis de l'invalide de Persson, qui venait d'être assassiné, voleur, bande de voleurs, le placèrent sur son brancard et le portèrent en triomphe derrière les têtes coupées de Delaunay et de Flesselles. Parce qu'on parle toujours que du gouverneur de la Bastille, il n'y a pas eu que lui qui a eu la tête tranchée et qui a terminé au bout d'une pique. Et donc évidemment, ça vous montre l'aspect des rituels sataniques, parce que pour faire ça, il faut quand même être complet. C'était une assemblée de cinglés, de malades mentaux. Donc quand vous irez, moi je vous encourage, ne payez pas, on est obligé par les impôts de payer de la merde pour le 14 juillet, parce que en plus c'est payé sur nos impôts. Mais en tout cas, ne vous déplacez pas au 14 juillet. Moi ce que je fais, c'est que je ne me déplace pas. Une fois qu'on a compris que ça a été fait par une assemblée de criminels et de bandits, le 14 juillet, on ne se déplace pas. Je regarde le 14 juillet, feu d'artifice, j'en ai rien à cirer. Parce qu'en plus... on se salit l'âme. C'est pas comme si Delaunay il avait fait quelque chose le matin en se levant et en allant travailler à la prison. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Enfin, je veux dire, pourquoi il faudrait aller fêter ça ? Quelle a cette Bastille et ce 14 juillet de merde. Alors, durant cette ovation, je reprends, le malheureux trembla de peur et s'attendit à être pendu.
Parce que c'est très drôle, parce que là, on parlait de la personne qui avait été... il y avait une ovation. Mais comme cette ovation était faite par des malades mentaux et des tarés qui portaient des têtes au bout de pique, évidemment, même le type qui avait été félicité, il s'est dit, je vais à un moment donné, ils vont me tuer aussi. Le 3 septembre, il fit reporter à l'hôtel de ville la croix qu'il n'avait pas gagnée. On le trouva trop modeste, on le maintint au nombre des héros du 14 juillet, et bientôt il reçut 20 sous par jour à titre de vainqueur de la Bastille. Alors là, vous voyez effectivement à quel point on est chez les voyous. Il avait peut-être, ce Dubois là en question, une vague conscience morale qu'on avait encore au XVIIIe siècle. Il s'est dit non, je n'ai pas gagné cette croix. Il s'est dû rendu compte après coup que bon... on le félicite pour des crimes où il était même pas là, il était en train de s'alcooliser. Donc il s'est dit bon, il remet la croix et puis et pour le remercier, hérésie totale, enfin débilité folle de l'action, on lui file du fric. Voilà. Voilà. Alors, ça, c'est résumé composé d'après Bertrand de Molleville, Histoire de la Révolution de France pendant les dernières années du règne de Louis XVI, ainsi que la Bastille dévoilée. Alors, je m'arrête là pour ce podcast, ça vous donne une petite idée et je vais en faire un deuxième qui suit, c'est-à-dire qu'après le 14 juillet, il y a eu d'autres massacres, vous allez voir, épouvantables sinon pires, mais en tout cas, ça vous donne une petite idée de comment est née la République française.